bien content là, c'est toujours une opportunité pour me partager avec d'autres jeunes haïtiens. Et ça a été un bon temps. Moi-même, tout me dans l'Université de l'État d'Haïti et en 1999. Et en 2001, je suis parti aux États-Unis, côté me faire toutes les études universitaires. Moi. Et je dis à me retourner en 2006, côté que moi, c'est dans l'Université Kiskeya, l'Université de l'État d'Haïti. Et maintenant, moins enseigné, plus focus sur recherche. Et recherche, plus moins faire en pile et investissement tout. Il y a plusieurs firmes d'investissement qui investissent dans d'autres entreprises et aussi des entreprises que moi-même moi possédé personnellement avec d'autres partenaires. Donc, c'est un plaisir pour moi pour me partager avec nous. Voyager dans pile pays avec un pile étudiant même avec nous, surtout aux États-Unis, des universitaires côté que m'aller et moi j'étais avec eux même genre et comme ça tout. Moi présenter recherche moi, moi présenter expérience moi. Je pose un pile questions et c'est avec même esprit ça me chita avec nous là pour nous partager ensemble. Et première recherche que j'ai commencé dans le pays c'était motivation, c'était présenter un nouveau modèle de développement. Nouveau modèle de développement ça qui te prend en compte tous les paramètres. Par exemple, chaque fois que nous avons des recherches qui publient, il y a une opinion qui est dans la radio ou bien dans la télévision, il y a un pile de paramètres qui prend en compte. Et le plus souvent, ils ont marqué peser sur question aide étrangère là. Donc, c'est un devoir pour moi. C'était un appel pour me faire une étude approfondie, pour me dire, ouais, ok, côté Haïti, comment nous sommes capables de gérer l'aide étrangère là, transformer en actif qui est capable de créer des portes de développement pour le pays. Le premier chose que nous devons connaître, c'est que question aide étrangère avec développement économique, c'est des bagages qui sont liés. En pile pays qui passe dans l'étape de sous-développement, dans l'étape de pauvreté, on regarde une relation de corrélation positive qui existait entre niveau de pauvreté avec quantité d'aide étrangère qui est disponible dans le pays. On va nous quelques exemples. Corée du Sud, en 1960, Corée du Sud a un pouvoir en revenu disponible par personne qui était inférieur avec Haïti. Complètement inférieur. Et à l'époque, ça, Corée du Sud était une pauvreté énorme. Et à l'époque, ça, il y a même tour de en pile aide étrangère. Okay? En pile, depuis le pays, il y a un niveau de pauvreté, il y a tout un niveau d'aide étrangère qui commence à venir disponible là-dedans. Il y a d'autres pays encore qui, même genre, par exemple, le Guatemala, qui sont pays qui étaient ravagés par des guerres civiles, et n'importe tout, dans le même niveau, côté pays, ça traverse, transiter de la guerre civile au développement économique, tu as grand pile aide étrangère là-dedans. Dans des pays comme le Rwanda en Afrique, ou bien maintenant le Bangladesh, et nous connaissons l'histoire Bangladesh, son pays qui était vraiment ravagé par la misère, et je dis à son pays, pendant que était dans la misère là, c'est pendant ça tout que l'était grand pile aide étrangère là-dedans, pendant la transité de la misère au développement, c'est dans le même moment ça tout une réduction de aide étrangère dans le pays. Ça. Donc, c'est pas mal de scientifiques, mais il y a une relation de cause à effet qui existait entre niveau de développement au pays et quantité d'aide étrangère qui est dans le pays. Ça. Évidemment, Haïti, c'est un pays qui a plus d'aide étrangère. C'est le deuxième pays qui a plus ONG dans le monde. Nous gagnons après l'Inde. Donc, l'Inde, c'est un pays qui est très populeux. Il y a près de 1,2 milliard de personnes qui vivent dans le pays. Alors que Haïti a près de 11 millions de personnes, ouais que quantité ONG qui existait en Haïti presque parallèle avec, et par tête de personnes presque parallèle avec quantité ONG qui existait dans notre pays. Dans l'étude que je présentais, il y a plusieurs parties là-dedans. Nous présentons un nouveau concept de développement économique qui prend aide étrangère là, qui transforme en outil de développement. Comment nous fait ça? From aid to trade, de l'aide au commerce, qui s'allie. Premièrement, c'est un constat que nous avons plus aide étrangère dans le pays, que nous avons plus aide que investissement privé. Ça, c'est un premier constat. Deuxième constat, partie de état d'aide à développement économique, qui s'allie là-dedans? Je dis à nous avoir plusieurs aspects dans la question, dans la transition, dans la passation. Premier aspect, quelles sont les possibilités?
est-ce que vraiment Haïti a une chance pour passer de l'aide au commerce aujourd'hui? Si oui, qui ça qu'a fait, comment le qu'a fait, combien le qu'a fait, avec qui monde le qu'a fait, dans quel timing le capable fait. Deuxième partie, nous parlons ensemble, c'est quelles sont les alternatives de l'aide que nous présentons comme le commerce. OK? Commerce là, nous avons regardé le pouvoir d'achat mondial, nous avons regardé le niveau de revenus disponible pour eux, et nous avons regardé la question de taxes. Pendant nous engager dans le commerce, qui d'autres paramètres qui aussi influencés par le commerce, qui pas influencés par l'aide. Voilà des paramètres que nous allons développer ensemble. Nous allons regarder le système de support qui existait dans les pays où la transition ça a été faite. Est-ce que nous avons un système de support ça ici? Les systèmes de support comme ce qu'on appelle dans le deuxième livre que je travaille maintenant, et From Trade to Self-Sustainability. Et paramètres ça lié en rapport avec ce que j'appelle la démocratie progressive et la démocratie régressive. Dans les pays, par exemple, comme Haïti ou bien et dans les pays qui sont plus pauvres qu'Haïti, nous connaissons près de 20 pays qui, Haïti, 19 ou 20e pays qui sont plus pauvres sur la terre. Ce n'est pas Haïti qui est plus pauvre. Il y a le Congo, la République centrafricaine, le Tchad, majorité pays ça en Afrique évidemment. Donc, nous allons regarder pour nous un pays ça qui forme de démocratie qui existe là-dedans. Et pour Haïti, d'aller de l'aide au commerce, qui forme de démocratie qui a supporté le développement économique à travers et système que nous gagnons évidemment. Bon, il y a pile de monde qui dit que Haïti, pas même avec d'autres pays, à cause que nous sommes pionniers dans l'esclavage, nous avons un passé brutal et que c'est nous-mêmes qui payons le coût de l'esclavage, le coût de l'injustice de la colonisation pour un pile d'autres pays, qui c'est vrai. Mais quand même, c'est le fait qu'aujourd'hui, quels sont les moteurs, les vecteurs, les paramètres qu'ils peuvent utiliser pour sortir le pays de l'aide au commerce. Et donc, étape par étape, pays qui fait, ça a fait, évidemment dans notre propre contexte, et nous-mêmes, comment nous contextualiser apport ça, étape ça, et marche à suivre ça dans le contexte, évidemment pas nous, et pour nous sortir de l'état du sous-développement au développement. Notre part, nous allons regarder encore quels sont les avantages et les désavantages pour aller de l'aide au commerce en ce qui a trait au fonds direct étranger, en ce qui a trait avec la technologie, la production manufacturière, et la condition géographique, location géographique, et ainsi de suite. Donc voilà en gros ce que nous parlons aujourd'hui. En termes de possibilités, ce que l'histoire peut montrer, à travers des exemples parallèles des pays typiques comme Haïti, il y a évidemment une possibilité pour Haïti sortir de l'aide au commerce, de la misère au développement. Ça c'est clair. Pas un pays qui n'a pas d'opportunité, pas un pays qui n'a pas possibilité ça même. C'est une possibilité qui existe pour tout pays pour sortir d'un état de pauvreté à un état de développement. Et maintenant c'est comment? Pays qui fait ça, premier part, il faut arriver à convertir tout asset en développement opportunité, en développement opportunarial. Tout pays que m'étudier qui arrive à faire transition de l'aide au commerce, de la pauvreté au développement, il arrive à faire une forme de développement entrepreneurial à travers des actifs qui sont disponibles à Caillou. C'est clair. Pas un pays qui n'a pas d'actifs. Actifs, des fois, ils sont accumulés dans des secteurs bien déterminés. Par exemple, il y a un secteur minier. Il y a un secteur minier, lui-même, il y a une partie là-dedans qui a des mines extractives. Par exemple, l'or, le diamant, le bauxite, etc., que nous-mêmes, nous avons quantité là-dedans. Et par rapport aussi, il y a d'autres opportunités, il y a d'autres secteurs, par exemple, comme le tourisme. Nous-mêmes, nous, nos pays chauds, nos pays caribéens, par exemple, en République dominicaine, l'année dernière, il y a environ 5 millions de touristes qui ont visité. Nous-mêmes, c'est à peine si nous avons 300 000. Donc, toute opportunité, tout actif, ça est concentré dans des secteurs de développement. Et secteur de développement, ça va permettre que un ensemble d'entreprises qui développent dans ce secteur. C'est toute entreprise, tout pays moi qui développe, à travers études que je fais, à travers conférences et voyages que je fais, élément ça a toujours existé dans le pays. Côté dirigeants, côté dirigeants politiques, hommes d'affaires, c'est des partenariats publics-privés, côté on mettait ensemble. Ils ont fait des études, identifier quels sont les secteurs les plus porteurs,
Et à travers le secteur, ça a attiré des investissements qui viennent créer des entreprises pour créer des emplois, etc. Voilà une condition sine qua non. Tout pays qui sortit de l'aide au commerce, de la pauvreté au développement, ils passent nécessairement par l'identification des secteurs porteurs pour eux-mêmes attirer des investissements à travers des entreprises pour faire un développement économique. Et pour qui ça? Secteur de développement, ça faut qu'il présente des avantages compétitifs. Avantages compétitifs, ça par exemple. Ils sont présentés sous les formes de... Il y a plusieurs caractéristiques. D'abord, pour un secteur qui a un avantage compétitif, il faut que le coût unitaire qui est dans le secteur ça est inférieur par rapport aux revenus qui sont générés dans le secteur ça. Par exemple, s'il coûtait $1000 pour extraire un livre de bauxite, il n'y a pas qu'à vendre pour $900. Entreprise qui peut faire extraction minière, ça, la préféré à un pays côté que coût d'opération et d'extraction est inférieur par rapport avec le revenu que la banque. Son premier élément de compétitivité, faut le coût unitaire qui extrait, qui opère, qui fait et active ça, devenu une opportunité entrepreneuriale, faut que ça inférieur par rapport au revenu que le génère. Ça, c'est clair. Deuxième bagage, il faut une incidence sur la vie des gens. Il faut être capable de créer des emplois. Je dis à ça qui vient de passer, c'est que dans l'économie mondiale, tout pays qui est développé, il est passé de l'étape agricole à la production manufacturière au service. Son trace qui existait dans toute recherche, nous avons étudié 35 pays, ça c'est une ressemblance et critères que tout présenté. Par exemple, les États-Unis, quand on est dans le Moyen-Âge, tous les pays étaient des pays essentiellement agricoles. Vous voyez, Haïti était un pays agricole et dans pile pays dans le monde qui a fait le développement qu'on y a là, nous parlons de Corée du Sud, c'est un pays qui était essentiellement agricole dans le moment qu'il était plus pauvre que Haïti, par exemple. Et ça nous a un train qui existait qu'on y a là. Tout pays qui fait développement, c'est des pays qui passaient de l'agriculture à la production manufacturière et au service. Et qui est plus important toujours, des pays comme la République dominicaine, ils ont arrivé à une bonne balance. Par exemple, la République dominicaine gagne en présence des trois. Il y a l'agriculture, la production manufacturière et la production de services. Ce sont des économies qui arrivent à diversifier les produits à travers les chaînes de développement qui sont disponibles, qui ils mettent le disponible à Caillou, étudier le bien, qui convertit vers la création des richesses dans la société. Voilà en gros des traits qui existaient dans le secteur, côté que le pays qui passait de l'aide au commerce, qui passait de la pauvreté à la richesse, ils arrivent à focus là-dedans. Et remplacer l'aide étrangère, l'y ramener à passer par circuit ça, par marche à suivre ça. C'est la question à poser, c'est pas est-ce que Haïti peut passer de l'aide au commerce, mais c'est la question comment. Quels sont les actifs que nous possédons, comment actifs ça est capable de transformer en des secteurs et comment secteur ça est capable de déceler pour nous voir combien d'entreprises qui sont capables de créer là-dedans et combien d'investissements ont sorti. Voilà la question, voilà la discussion. Toute autre discussion est subtile et superficielle. C'est ça. Parce que même si nous n'est pas très unique, même si nous portons le poids de l'esclavage, mais il reste et le fait que c'est pas rien à sortir de là, tout pays qui sortit de la pauvreté à la richesse passer par une forme d'intégration entrepreneuriale vers la création des richesses. Et qu'est-ce qu'on appelle richesse? Depuis le monde qui a parlé de richesse dans la société, la richesse, ce qu'on appelle la valeur ajoutée sur les unités commercialisées. Sur les unités commercialisées. Par exemple, si il y a une entreprise qui vient à faire de l'eau, ok? Ils vendent un paquet à 12 sachets de l'eau, paquet a coûté 1000 gouttes. S'ils vendent pour 1100 gouttes, l'entreprise a ajouté 100 gouttes de valeur ajoutée dans l'économie. Est-ce qu'on appelle la valeur ajoutée? Par exemple, si Gomoun qui a fait bloc, il coûte par unité, ce que j'ai appelé tout à l'heure, il coûte par unité 20 gouttes pour le faire bloc là, et que là, les sous-marchés, c'est 19 gouttes de vendre, ça crée le créer valeur ou le perd du valeur. Et évidemment, le perd du valeur, c'est-à-dire que si dans la société, toute entreprise a vendu à perdre,
société ça a perdu valeur au lieu que une société côté toute entreprise a fonctionné en gain s'il veut créer des valeurs dans la société à pas là déjà. Valeur ajoutée ça c'est une nouvelle valeur. C'est lui qui fait dans la totale l'on ajouter toute nouvelle valeur ça ou diviser par nombre d'habitants qui fait la quantité de richesse créée par personne dans la société. C'est ça qui fait que, par exemple, le niveau de salaire qui est disponible, à chaque fois que firme ça a fait plus profit, plus com, il y a une possibilité pour employer plus de monde et rémunérer plus de monde qui ont une incidence positive sur le pouvoir d'achat qui est disponible pour continuer à alimenter les entreprises afin de continuer à créer la richesse dans la société. Il n'y a pas à sortir de là. Encore la question, c'est de ne pas, est-ce que ça doit être fait? La question est comment ça peut être fait? Si une société côté que discussion toujours à la base, côté que c'est là on va demander, est-ce que nous devons passer à la production entrepreneuriale? Est-ce que la société ça doit identifier comment elle est capable de passer? C'est une société qui vraiment à l'état, quand on par contre qui l'a développé. La prise de conscience d'abord du chemin, de la route qu'il faut faire, de l'intégration entrepreneuriale, des fonds d'investissement privés et aussi des programmes d'éducation adaptés, okay? C'est eux-mêmes qui vont permettre de nous connaître. Parce qu'on doit former les gens pour l'éducation primaire, alors que le marché a besoin de cette éducation primaire-là, mais il a besoin de plomberie, il a besoin d'électricité, il a besoin de contremaître, il a besoin d'ingénieurs, alors que vous-même là, on forme les philosophes. Il y a une disparité qui existait entre la formation, l'offre et la demande sur le marché du travail qui vient poser une disparité sur le niveau de vie de la société. Parce que donc, on doit avoir un paquet de demandes pour des métiers qui ne sont pas disponibles dans la société. Voilà. Donc, évidemment, passer de l'aide au commerce, nous comprenons qu'il y a un chemin à suivre et chemin ça, son chemin entrepreneurial, côté que il y a une incidence positive sur le pouvoir d'achat, sur le niveau de revenus disponible dans la société. Et laissez-moi vous dire, par exemple, aux États-Unis, le niveau de produit intérieur brut est à 57 000 $. 57 000 $. En Haïti, vous savez combien il en est? Voilà, environ 700 $. En République dominicaine, par exemple, en 1960, la République dominicaine coûtait environ 700 $. Je dis à eux environ à 6 000 combien de dollars, nous-mêmes nous à 763 €. Ok? Évidemment encore, bien que nous avons passé qui est lourd, nous avons passé ils ont écarté nous, ils ont marginalisé nous, mais encore il est temps que nous pas servi ça comme excuse pour nous contextualiser et leçons apprises dans ces d'autres pays et que nous-mêmes pour nous avancer de façon à créer plus de richesse dans la société. Deuxième bagaille, on parlait nous sommes parlé un peu du commerce. Comment le commerce s'organise? Le commerce s'organise, ici que l'économie s'organise en secteurs. Les secteurs, c'est l'ensemble des actifs qui sont destinés à transformer en opportunités entrepreneuriales. Ces actifs sont commercialisés sous forme brute ou sous forme transformée. Dans la transformation des actifs, il existe une chaîne de transformation des actifs. Par exemple, dans les pays qui ont développement, toute chaîne de transformation, tout maillon, c'est des opportunités d'absorption de capital et de création d'entreprise. Tout maillon, par exemple, nous sommes parlé tout à l'heure que dans pile pays qui allait de l'agriculture à la production manufacturière et au commerce. Et pour faire transition ça, c'est évidemment des entreprises qui font. Mais comment entreprises font? Entreprises, par exemple, pour faire une chaîne d'or. Pour faire une chaîne d'or. Chaîne n'a pas été faite. C'est une mine d'or, par exemple, qui peut être sortie au Botswana, ou bien dans l'autre pays de l'Afrique, ou bien en République dominicaine, ou bien Haïti. Bon, malheureusement, nous n'avons pas d'extraction minière d'or en Haïti pour aujourd'hui, mais en République dominicaine, c'est cet or, à travers des machines, et qu'on extrait une quantité de poussière. On a une grosse machine qui prend poussière avec un gros pelle extracteur, ils mettent dans un gros camion, ils mettent dans une machine qui
qui gère toute poussière, mettons l'autre côté, qui gère fatra, mettons l'autre côté, et qui finalement prend matière de manière bruit, et matière, ça le prend de manière bruit, il y a l'autre machine encore qui voit l'autre côté, qui met du feu là-dedans, qui peut transformer, et aussi qui voit leur bruit quelque part d'autre, à travers leur bruit, ça voit quelque part d'autre, qui allait dans l'autre machine qui transforme pour le faire gourmette, ou bien pour le faire montre, ou bien pour le faire même dans même, il fait avec l'or. Nous, tout parcours, ça a représenté des parcours d'opportunité. Et il y a des firmes qui sont spécialisées dans tout parcours. Ça. Et les firmes, ça a fait, ils ont transacté matière là dans sa présente condition. Pour faire un profit et pour satisfaire le consommateur. C'est ça l'objectif firme. Ça. Et là, ça a fait dans l'objectif d'ajouter des valeurs additionnelles par rapport à la valeur présente au moment de l'investissement. Toutes firmes, pensez aux firmes qui font machine d'extraction, firmes qui font camion de transport, firmes qui font machine de raffinement, firmes qui font gourmet par lui-même. Leur fin fait, il faut qu'on caille qui entrepose. Il faut qu'on moyen de transport encore qui pourra aller dans ce store là. Leur fin fait encore l'envente là, il faut qu'on ensemble de monde. Donc tout ça représente des chaînes qui sont des opportunités qui existent à différents endroits, à différents moments de la chaîne entrepreneuriale pour créer des valeurs par rapport aux valeurs qui existaient dans la société avant. Est-ce que vous êtes clair jusqu'à maintenant? Tout ça, nous sommes capables de penser sur un processus qui est complexe. Ce processus, oulala, qui laisse ça arriver en Haïti? Il déjà existe en Haïti. Il existait sous une forme rudimentaire, sous une forme sous-développée. Par exemple, Brana, chaque jour, ils font une transformation. Pour le moment, ils ont une formule de pitimi, côté que ils ont acheté pitimi dans mes fermiers, ils ont transporté, ils ont entreposé, ils ont travaillé dans la machine, une grosse machine avec une génératrice qui bat le courant, et à travers ça, ils ont volé l'autre machine encore qui mélangée avec un autre produit encore qui bord. Malta ou bien bière qui nomme que vous consommez. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que forme de production, ça n'a pas les chaînes de valeur entrepreneuriale, ça n'a pas lié, c'est que il déjà existe en Haïti. Mais à l'opposé que dans les pays en voie de développement ou bien les pays développés, nous-mêmes, nous avons une grande partie de notre production qui reposait sur une facette agricole. Par exemple, aujourd'hui, dans les pays développés, c'est seulement 3 à 5% de personnes qui travaillent dans la production agricole. Bon, il faut une distinction pour nous. Ça veut dire que la quantité de production agricole nominale là, il diminue dans le pays. Ou bien, ils produisent plus même. Le quota de production a augmenté, ils produisent plus. Mais par rapport à la portion de personnes qui travaillent dans l'agriculture, il diminue. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que dans un paquet de pays, côté où il y a 30, 40, 50% de monde qui travaille dans les fermes, dans l'agriculture, qu'on y a la quantité ça réduit à 4, 5 et 3%. Alors que quantité de production a augmenté. Pour qui ça? Dis-moi pour qui ça? La mécanisation. Comment? Exactement. Pour qui ça? C'est parce que il y a un facteur que nous découvrons dans le prochain livre que nous avons ça des accélérateurs de richesse. Accélérateurs de richesse, c'est des pays qui ont découvert des accélérateurs, évidemment. Ils ont ajouté à la production qui a un rendement qui est plus profitable. Nous avons jamais fompé, puis on a bien autant ça, l'on met le vin là-dedans, qui ça le fait? Il vient monter comme ça. Par exemple, si tu as produit 100 unités à la main avec un roue et manchette, l'on vient faire à la machine, ou vient produire 1000 unités. Évidemment, il faut qu'à vendre. L'entrepreneuriat moderne repose sur la demande et non seulement sur l'offre. Doit être formaté suivant les critères de la demande même. Donc évidemment, c'est ça qui fait. Dans le pays, par exemple en Haïti, côté que
nous avons une grande partie de produits intérieurs pour nous qui sont la production agricole. La production agricole, la production des produits agricoles et la transformation des produits agricoles en d'autres produits. Où l'agriculture représente un intrant pour la production manufacturière ou la production des produits agroalimentaires. Voilà la différence. Et tout pays qui est sorti de l'aide au commerce, tout pays qui est sorti de la pauvreté au développement, il est arrivé à ajouter des accélérateurs qui entraient à ce que la machine, la technologie de l'information, okay? Là, je dis à des acteurs, des actrices ou bien des chanteurs dans des pays qui arrivaient à vendre des millions d'albums qui sont sortis de leur production seulement en utilisant les techniques des social médias, des médias sociaux, pour se connecter directement à la clientèle en court-circuitant le middleman, qui sont les médias traditionnels, qui coûtent cher avec des antennes lourdes, et aujourd'hui, avec seulement un téléphone, vous pouvez vendre des millions d'albums. Il y a des stars qui ont des millions. Il y a par exemple Katy Perry, qui a 100 millions de personnes qui suivent sur Twitter. Imaginez ça. Ce sont des accélérateurs qui aujourd'hui, que nous parlons d'investissement, nous parlons investissement privé, l'entrepreneuriat. Accélérateur, c'est passer du période agricole, manufacturière et services. Et il y a un accélérateur qui permet que les pays soient capables de développer l'entrepreneuriat le plus, c'est l'investissement privé que nous sommes parlé sous là, qui permettent d'acheter des machines, qui permettent ou rentabiliser et optimaliser toutes les entreprises qui existent dans la chaîne de production entrepreneuriale et pour nous capables d'une croissance qui est plus soutenable et qui est capable de retirer les citoyens de la pauvreté. D'autres accélérateurs qui existent encore, par exemple, le crédit. Le crédit, ça relève des effets de levier. Côté, par exemple, que la banque, vous mettez $100 à la banque centrale mettait une restriction, une quantité de valeur dans $100, ça me 10% licite, ou obligé Kembel, dépendamment de la quantité de l'offre et demande disponibilité de la monnaie sur le marché. Et à travers ça, ils prêté reste là. Pendant que vous cobrez à la banque, que vous possédez, l'autre monde qui utiliser. C'est l'effet de levier que possède le crédit sur le marché. Mais malheureusement, le crédit, sa cherté répond au risque. C'est ça que fait par exemple dans les pays sous-développés, dans les pays endettés, dans les pays pauvres, où le crédit est beaucoup plus élevé, c'est en fonction des niveaux de risque qui existaient dans la société. Ça. Donc l'offre et la demande qui déterminent le prix ont l'autre facteur qui détermine le risque qui aggrave la cherté du crédit. Mais de toute façon, le crédit reste et demeure un effet de levier pour un ensemble de pays capables de passer de l'aide au commerce et de la pauvreté à la création d'emplois. Il y a d'autres facteurs encore qui représentent des accélérateurs. Accélérateur, ça a le fonds direct étranger, par exemple. Le fonds direct étranger, c'est la quantité d'argent disponible sur le marché investi par un investisseur étranger dans un autre pays. Non en crédit, mais comme partenaire de cette entreprise. Par exemple, dernièrement, Brana a été racheté par Heineken, qui était disposé de $100 millions pour acheter Heineken. Et Digicel, quel copie pour faire Digicel la vie? Come on. Copie pour faire Digicel là. En Haïti, ou bien dans l'autre pays? Voilà. Le fonds direct étranger, c'est la quantité d'argent que on investit sur sorti dans notre pays avec qui vient mettre sous cop qu'il a déjà ici là. Donc au lieu d'un seul cop qu'on y a venir deux cop qui fait plus développement, créer plus d'entreprises, créer plus d'emplois, payer plus de taxes et à travers taxes l'État a plus de moyens pour faire route, pour faire pont, pour faire programme de santé, programme d'éducation, ramasser fatras, etc., etc. C'est clair. Donc fonds de développement direct, c'est une autre forme de levier. Donc il y a les nouvelles technologies que nous sommes parlé de l'État là à travers les réseaux sociaux. Et les technologies pionnières comme le développement des machines, le développement des moyens de communication, les outils comme les trains
qui sont anciennes technologies anyway, mais qui ont révolutionné les moyens de transport et les possibilités d'acheminer, de réduire les coûts de production pour que l'entreprise puisse produire plus de ressources et de valeur ajoutée pour la société. Il y a un ensemble de pays qui prend en pile l'opportunité des accélérateurs. Par exemple, Costa Rica. Costa Rica. Nous avons parlé tout à l'heure de Corée du Sud. Eh bien, Corée du Sud, c'est un pays miracle. En quelques années, par exemple, Corée du Sud sortit en pauvreté, en misère énorme, en misère, côté que nous sommes plus pauvres qu'Haïti. En moyenne, nous, chaque vivent à moins de $2 par jour. Les autres pays vivent à 10, 15, 20. Aux États-Unis, chaque Américain disposait de $33 par jour dans le poche comme revenu pour dépenser. Donc voilà un ensemble de facteurs qu'on appelle des accélérateurs qui permettent que des pays qui sont spécialisés, des actifs à potentiel, organisés dans des clusters ou des secteurs porteurs, qui sont capables de des entreprises qui viennent là-dedans, dans des accélérateurs qu'au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la technologie pionnière ou bien des technologies modernes, ou aussi le fonds direct étranger, le crédit et aussi d'autres formes d'accélérateurs. Mais il y a un bagage que le pays ça comprendre, c'est que pour des secteurs productifs, il faut qu'il y ait un support au niveau de l'État. Support au niveau de l'État, forme de développement démocratique et forme de support, de présence démocratique, d'habitude, présenter sur, ok, la dictature, nous ne va pas parler de lui, nous tous comptes alliés. La dictature, personne n'a le droit de vote ou de parler, sauf le dictateur. Ça, tout le monde connaît, c'est parfait. Donc, c'est pas parfait, mais dans notre notion de compréhension, c'est clair. On nous parlait de forme de compréhension, forme de gouvernance qui est plus masquée ces jours-ci. C'est la différence qui existe entre la démocratie répressive et la démocratie progressiste. Malheureusement, la démocratie régressive là, il y a les mêmes caractéristiques avec une dictature, sauf que le masqué son forme dictatoriale, son forme démocratique. Par exemple, dans pile pays, c'est des pays qui démocratiques, alors que le président contrôle le Parlement. Dans la démocratie, deux pouvoirs sont supposés écarter et contrebalancer, ou bien par exemple, dans des pays côté que le système de justice est soumis à l'exécutif, où le système de justice est en collision avec le Parlement. Ce sont des systèmes côté que sont systèmes de dictature régressive qui produisent un effet pervers pour les citoyens et contournent le développement économique de ces pays. Ce sont des pays aussi qui sont troublés par des guerres civiles. Ce sont des pays aussi qui sont troublés non seulement par des guerres civiles, mais des troubles politiques répétés. Ça vous dit quelque chose? Évidemment, ça nous dit quelque chose parce que c'est une forme de système comme ça qu'on vivre pendant longtemps. Nous passons d'une dictature à une démocratie répressive et une démocratie qui n'a pas favorisé le développement. À l'instar d'autres pays, par exemple, qui comprennent la transition du pouvoir, qui comprennent le pouvoir politique, supportent la chaîne de production, supportent le développement économique, supportent la création des emplois. C'est un facteur qui fait pays ça propulser rapidement de l'aide au commerce. Par exemple, je vais retourner encore sur le cas de la Corée du Sud. Quand les pays ça en quelques décennies seulement. Il y a combien d'années dans une décennie? 10 ans. Eh bien, en moins de 4 décennies, la Corée du Sud passait d'un pays qui est plus pauvre que Haïti à un pays qui est au niveau de développement. C'est un des 20 pays les plus riches sur la Terre aujourd'hui. Son miracle qui est possible. Son miracle qui est possible. Et dans tout pays étudié, il faut qu'on ait un pays qui n'a pas une possibilité, qui a une opportunité. Ça. Mais le fait est que il y a une route qu'il prend. Il y a une ressource qu'il prend. Il y a une charrière. Il y a une conscience. Il y a une compréhension. Il y a un choix qui est nécessaire et obligatoire de la part des citoyens, de la classe politique, pour pouvoir charrier, convertir, transformer la richesse
les supports et les clusters et tous les actifs de la société en opportunité entrepreneuriale afin de pouvoir garantir une création de richesse dans la société pour tirer les gens de la pauvreté. Voilà comment la route de l'aide au commerce va. Et pour le moment, Haïti, malheureusement, nous embourbons dans l'aide étrangère. Nous sommes un pays qui a plus d'aide étrangère au monde. Comment faire? Comment s'en sortir? Est-ce que nous privé jouer une quantité? Comment créer 1 million d'entreprises? 10 000 entreprises, 100 000 chaque graine. C'est comme ça qu'on crée 1 million d'emplois. 10 000 entreprises qui emploient 100 000 chaque. 1 million d'emplois. Qui côté a sorti? Qui secteur qui porteur assez, qui compétitif assez, qui est capable de présenter un coût de production qui est assez faible pour le compétitif par rapport avec l'importation et par rapport à produits étrangers, par rapport avec l'exportation, qui secteur lié, et qui programme régime politique, qui ont une démocratie progressive, qui va permettre nous de support adéquat pour supporter, sécuriser le capital parce que nous sommes là, plus d'insécurité, c'est qui sa capital l'a fait? Les vignes plus chères. Et plus capital la cher, coût de production vient plus élevé. Et qui système de production, qui citoyen, qui société civile qui va se charger de gérer et d'avoir cette pensée, d'avoir cette vision de mindset, cette conclusion, cette attitude pour transformer les actifs de la société en opportunités entrepreneuriales. Mais il n'y a pas à sortir de là. C'est retarder le développement que de penser qu'on pourrait passer autrement. On peut se développer dans 30 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dépendamment du choix que l'on fait aujourd'hui. On est aujourd'hui dans la situation d'aide que nous avons toujours besoin parce que le budget va jamais assez. L'aide étrangère, que fait l'aide étrangère? L'aide étrangère substitue au manque qui existe dans le pouvoir d'achat des gens d'Haïti. Vous avez besoin de 5 $ pour subvenir à tous vos besoins, alors que c'est 2 $ fait. Donc de ce fait, on étranger qui viennent installer une clinique parce qu'on ne peut pas payer le soin de santé. Abgon étranger qui viennent faire l'école parce qu'on ne peut pas mettre de gens à l'école. Je ne parle de ou pas mettre, je ne dire ou même. Je dis tout le monde qui bénéficie de programmes scolarisés qui subventionnent. Donc voilà. Quel est votre choix? Quel est le programme? Quels sont les accélérateurs? Quels sont les secteurs? Quelle forme de démocratie? Et quelle forme de ressources? Où va sortir cette ressource? Est-ce que ça va être sous forme de prêt, sous forme de capital, sous forme de fonds d'investissement étrangers? Et quelles sont les routes, les infrastructures, les ports, etc. qui vont être créés avec cet argent dans la transparence possible pour générer les richesses disponibles par tête de personne pour sortir les gens de la pauvreté et le pays de notre axe. Voilà la seule route du développement. Nous avons fait dans 15 ans, dans 20 ans, ou bien nous avons passé 100 ans encore. Mais tout le temps, nous ne pas prendre route ça, nous dans l'erreur. Tout le temps, nous ne pas prendre route ça, c'est comme si nous n'avons pas menti. Et voilà la route du changement, c'est la route entrepreneuriale, c'est la route du capital, c'est la route de la transformation, et c'est la route aussi la plus difficile. Donc, tout pays qui sortit, ce n'est pas qu'il n'a pas consenti des sacrifices, mais d'abord, il faut qu'il le sache, qu'il prenne cette voie vers le progrès et le développement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez des questions. Docteur Jean-Louis Daniel pour cette présentation. Et concernant l'aide étrangère, vous dites que Haïti, c'est un pays qui reçoit plus d'aide étrangère. Est-ce que nous ne pouvons pas profiter de ça pour nous être capables de canaliser vers le développement? Parce que
recevoir beaucoup d'aide étrangère, est-ce que c'est pas parce que nous mal utilisé qui fait que il pas de résultat? Est-ce que pas capable un facteur pour nous profiter faire développement? Oui, évidemment. C'est un number que je présente dans le livre From Aid to Trade. Il y a 4 facteurs d'utilisation qui t'a pas aller vers supporter le développement dans le pays. Premièrement, il faut aide étrangère là, acheter produits locaux. Nous interviewons 1200 personnes pour écrire le livre ça. Chaque fois que une ONG achète dans l'entreprise locale, nous documentons la progression que fait dans l'entreprise. Il y a passé de 25 employés à 150 employés, par exemple. Tout le monde a pas travaillé avant. Donc, acheter local, c'est ça que fait moi-même de commencer pour une initiative pour me présenter un projet de loi dans le Parlement pour faire obligatoire que l'ONG achète 50% de budget ici. On est pour le moment l'aide seulement, Reuters te présenté en recherche côté que c'est seulement 1,6% de l'aide américaine qui est dépensée en Haïti après le tremblement de terre là. Le président Bill Clinton, pour qu'on parle, dit que 50% de l'aide américaine ne quitte pas les États-Unis. Ça veut dire que avec tout le cob ramassé au nom d'Haïti, au sujet d'Haïti, ils ont acheté une quantité de produits et puis ils viennent avec sous marché gratuite. Toute entreprise qui a vendu produit ça sous marché vient subir une compétition déloyale. Moi, nous documentons des entreprises qui écrasaient, qui perdu centaines, 200, 300 personnes qui travaillent à cause de l'aide étrangère, des mêmes produits ça qui viennent sur le marché gratuitement, et puis l'entreprise ça a fait faillite. Imaginons on cas qu'on s'arrive 50 fois, 60 fois, 70 fois. Donc, du coup, c'est le taux de chômage là qui a augmenté. C'est son premier aspect. Deuxième aspect, il faut l'aide étrangère là capable aider nous à créer des plateformes que nous sommes capables de faire et promotion pour l'entrepreneuriat et la création des emplois dans le pays. Il y a pas de plateforme qui existe dans le pays et aide étrangère vraiment ressourcés, il y a pile monde, il y a pile connexion, il y a des pile connexion d'exportation dans la chaîne d'église, ils sont vraiment équipés dans le côté social. Donc, si on est capable de permettre de connecter nous, entreprises locales et des réseaux, c'est bon pour nous. Aidez-nous à joindre des investisseurs étrangers. Tout. Parce que pile Jean Doulala, il y a pile aide qui est connecté à travers des églises. Et l'église, ça a pile homme d'affaires qui est très puissant là-dedans. Et homme d'affaires, ça le plus souvent, il y a Haïti comme un pays très risqué. Mais si vous font une visite dans le pays, vous êtes habitué avec nous, vous êtes canalisé. Haïti n'est pas aujourd'hui une destination privilégiée pour l'investissement. Pas du tout. Ça fait que les gens sont plus enclins pour faire des dons que pour faire des investissements à cause du risque. Et aussi à cause de la marque dégradée d'Haïti dans les autres pays. Donc, ce sont un ensemble de mesures que nous présentons dans le livre-là, que je traduit pour le moment-là. Traduit le livre-là en français, que tout étudiant est capable d'acheter, est capable de consommer et appliquer le tout. Alors, moi, je dis, monsieur Daniel Jean-Louis, merci pour l'exposé. Alors, question par maintenant. Tout à l'heure, on parlait de nouvelles technologies et d'information et de communication. C'est un facilitateur pour croissance économique. Est-ce que pendant ce temps que nouvelle technologie a poussé croissance économique, est-ce que ça veut dire favoriser le développement? Par exemple, plusieurs personnes sont capables de travailler dans une entreprise pour faire un bien. Et puis avec nouvelle technologie, ils viennent remplacer Mounzayo par machine. Qui donc Mounzayo qui travaille là qui vient remplacer par machine. Est-ce que là capable de gagner croissance économique certes, mais est-ce que les nouvelles technologies a favoriser développement pendant même temps favoriser croissance économique? Ça c'est un. Et deuxième question, dans l'exposé là, on prend exemple en plus sous Corée du Sud. Ça montre que qui était plus pauvre que Haïti et dans 4 décennies, il vient dans 20 pays qui gagnent plus qui plus riche dans le monde. Dans le livre Ricardo Settenfus écrit brésilien l'échec de l'aide internationale à Haïti. Est-ce que Haïti est capable de développer cette, mais est-ce que communauté encore société internationale là pas pour beaucoup dans sous-développement en Haïti, l'on considère que plusieurs mesures
d'austérité que Banque mondiale, FMI, après 1986, a imposé sur Haïti, et surtout après 1986, qui va continuer avec le président Préval, l'en prend tout qu'avec chapitre 7 de chaque Nations Unies, il prend comme prétexte pour voyer mission de paix en Haïti. Et on connaît très bien les missions de paix non pays, investisseurs pas venir parce que c'est son pays qui... Bon, évidemment, yes. Et nous avons une relation de cause à effet qui est très étroite. La première question a un rapport avec l'innovation. La technologie est innovative. Il y a Joseph Schumpeter qui a écrit tout un livre sur la théorie de l'innovation. C'est ce qu'on appelle la destruction créatrice. C'est le processus de remplacer les anciennes technologies par des nouvelles technologies plus performantes, moins coûteuses. Vous savez, ça nous a parlé d'ailleurs de la compétitivité. Au lieu que métamorphose, transformation, ça fait peur, ça doit embrasser. Combien de gens disent là qui utilisent floppy disk? Nous sommes vieux plat, tout est qu'on fouille dans l'histoire qui était qu'on. Non, je dis à un type plus comme ça tout petit. Et bien, dans l'ancienne technologie, ça, USB drive la vie de remplacer. Moi-même, j'étais dans le collège, ça n'a pas pile temps de cela. Tu as un bail que le floppy disk, même, leur besoin de plus de mémoire, son gros bout de bail. Ok, so, nouvelle. Disquette. Ok, même CD qu'on a vu obsolète. Ce sont les nouvelles technologies plus performantes, moins chères, plus adaptées à la demande entrepreneuriale qui remplaçaient les anciennes. De fait, le savoir devient plus spécialisé. C'est une opportunité d'apprentissage et plus de gens traversent de la fabrication des floppy disks dans la fabrication des nouvelles technologies. Vous voyez? Vous voyez? Ce transfert de connaissances, ce connaissances plus spécialisées, connaissances qui sont plus sophistiquées maintenant, viennent sortir pour une technologie qui est ancienne vers une nouvelle technologie. Ça rend l'entreprise plus performante, ils ont perdu moins de temps, moins d'énergie, et ça permet qu'elle devienne plus performante. Et il y a d'autres technologies aussi, les technologies traditionnelles, par exemple de la fabrication des voitures. C'est plus robot que faire qu'on y a. Est-ce que les gens perdu emploi? Les gens qui ont fait machine, ils ont perdu emploi? Yes, ils ont perdu emploi. Mais il y a pile de gens qui ont fait robot. Vous voyez le transfert? La technologie est progressive et le transfert du savoir est aussi progressif. Plus spécialisée, plus performante. Vous comprenez? Et il y a pile de monde qui ça fait peur, c'est parce que vous comprenez la chaîne de production et l'amélioration de l'outillage, de support technologique qui fait que ça vient rendre peur et c'est pas vrai. OK? Mais quand écrivez dans la robotisation et que ça a vraiment fait peur côté les robots qui a fait robots. On n'aura plus besoin d'humains pour faire les robots. Si les robots peuvent faire les robots. Donc on peut rester à la maison. Le robot a gardé nous, il fait tout ça, nous voulons, nous voulons le robot à travail. Donc on n'aura plus besoin de travail. Mais c'est loin de nous. Et aussi, je pense que c'est un débat qui a fait au niveau mondial même. Et même le président Obama a posé une question sur ça. Il a commencé à proposer ce qu'on appelle l'Income, Universal Income Base. Côté que, ok, les gens ne peuvent pas travailler encore. C'est le robot qui travaille pour nous. Malgré ça, on a besoin de salaire, chaque monde a besoin de barème. C'est une discussion très lointaine pour que les gens qui pensent aussi loin dans la chaîne de production et l'utilisation des humains dans cette chaîne. Mais pour le moment, on a l'opportunité dans ce siècle, dans cette décennie-là, de se spécialiser, d'utiliser la technologie pour nous performer, nous spécialiser et nous sophistiquer à la demande du marché. Deuxième question qui a rapport avec l'aide étrangère. Évidemment, Haïti, nous ne pouvons jamais suspendre et subir l'ingérence étrangère. Par exemple, à tous les niveaux. Il y a des gens qui pas même veulent faire nous mal. Ils viennent à des solutions qui sont inadaptées. Ils font nous mal quand même. Il y a des décisions politiques côté que ils viennent pour implémenter ici. Sont mauvaises décisions par rapport au climat politique culturel là, il fait nous mal.
C'est le plaid d'être pauvre. C'est mauvais d'être pauvre. Vous n'avez pas une voix. Vous n'avez pas toute votre voix. Vous voyez? Mais la solution d'Haïti, c'est une solution haïtienne en support avec des partenaires étrangers. On a besoin de capitaux, on a besoin de savoir, de connaissances. Nous avons besoin des codes pour appliquer pour la fabrication des maisons. Jusqu'à maintenant, après, avant le tremblement de terre, là, presque pas de gain. Des codes. Codes assez standards pour construire caille. C'est des bails qui rudimentaires dans notre pays que nous pas de gain. Ou pas que j'aime construire un caille quand pas une ligne droite qui droite. Quand que vous passez dans l'école d'ingénieur, moun n'a pas qu'on ingénieur a sorti pas qu'à énumérer le système métrique là, soumettre là. Donc on a besoin de beaucoup de connaissances, on a besoin de beaucoup de savoir-faire, d'expérience. Nos jeunes par exemple, les jeunes, ils ont besoin de savoir-faire. Un assistant administratif qui pas qu'à déclasser son dossier et pour le reclasser le bien. Parce que les jeunes ont manqué de connaissances spécialisées, ils ont manqué d'expérience. Voilà, nous subissons pile, mais moi-même, ma cause pays ça que subit, ça n'a pas enlevé l'opportunité nous gagnons pour nous développer. Pas du tout. Moi, je travaille en pile avec investisseurs étrangers, seulement je travaille. Compagnie d'investissement, c'est avec investisseurs étrangers nous fonctionnons. Et jusqu'à maintenant, il y a des standards que je me demande que je ne peux pas bailler. En termes de comptabilité, moi, j'évoque 3 comptables dans 6 mois. Ils font un bilan qui n'est pas balancé. Au bon sens, ils ont un bilan qui n'est pas balancé, un bilan supposé balancer. Donc, vous comprenez? La route du développement demande tout ça. Dernière question? Sinon, je commence à demander nous pour nous payer. Non, honnêtement, le mal dans l'autre école à l'étranger au pays. Si on ne peut pas, je vais aller. Bon travail. Si on ne peut pas, Ok, bonsoir, docteur Daniel Jean-Louis, et merci pour la conférence là. Et moi, j'ai une question, c'est qui ça? Est-ce qu'un pays est capable de passer de l'aide au développement pendant que il y a un niveau de corruption qui est extrême? La Cali, de corruption qui est extrême. Et puis, est-ce qu'un pays comme Haïti qui a un passé qui est ravagé est capable de choisir pauvre? Comment? Est-ce qu'un pays comme Haïti qui a un passé qui est ravagé? Ça, c'est le livre des airs. Hein? Bon, première question, c'était corruption. La démocratie régressive, je ne vais pas parler de corruption parce que je parle en pile de corruption. Madame m'a commencé à dire, take it easy. Sur question corruption, hein? Corruption, c'est le facteur numéro 1 qui est présent dans la démocratie régressive. L'utilisation des richesses, des ressources de l'État, qui est capable de favoriser un climat propice au développement, qui est capable d'attirer les investisseurs étrangers, faciliter l'accélérateur, et bien toute ressource à l'utilisation à des fins personnelles. C'est ça qu'il faut avoir pour exemple pile de villes qui ont créé dans le pays. Alors que a dit, pas de 100 entreprises là-dedans. Une disponibilité de cash sur le marché qui est inexplicable. Pour quantité de villes qui ont créé maisons de plage, voitures de luxe, il faut dire qu'il y a au moins 1000 entreprises manufacturières là-dedans. Lorsqu'il était pas au Brest, jusqu'à ce qu'on arrive à Saint-Marc, ou pas arrive à Gonaïve, ou pas jouer une entreprise de taille. On sortit les organes, qui était pas au Brest, ou passer les organes. Tout récemment, Jacques Mel va dans un restaurant. Si vous avez Jacques Mel où tu as besoin de manger, c'était un hôtel pour aller. Un restaurant hôtel. Pas un niveau d'entreprise dans la société qui crée autant de valeur pour avoir tant de voitures de luxe avec tant de villas, de côtes sous slide. Mais nous tous connaissons. I'm not kidding. Tout haïtien connaît qui haïtien qui a volé. Mais qui est-ce qui a volé? Malbonno. Tout
tout le monde qui a bien mené, qui pas travail, qui a touché 50 000 gouttes, qui a coulé une machine $60 000. Monsieur. Mais clairement, ou bien madame, ou toute la famille, depuis que le monde n'a pas justifier source d'avoir, et chaque fois aux États-Unis, d'où provient votre ressource? Si vous n'avez pas dit le côté sorti, vous mettez en prison. Donc la corruption, c'est un élément de régression. Li mettent en retard. Et li ternit l'image, li fait le capital fuir. Parce qu'il y a des indices de perception à la corruption que vous publiez chaque année. Plus score puis mal, investisseurs à garder ça. Plus les pays où la corrompu, ok? Ou pas qu'à commencer une entreprise, tout ça besoin de faire au monde au cob, tout bagage, tout nos histoires. Donc, évidemment, pauvreté, c'est un facteur qui contribue à la pauvreté. On va une toute dernière question. Question est là. D'être pauvre. Bon, quelque part, Haïti a choisi d'être pauvre, c'est clair, dans les décisions. Parce que c'est nous-mêmes qui quittons ça au fait, quelque part. Mais aussi Haïti a subi l'influence étrangère d'une manière négative. C'est clair. Et chaque jour, il y a une discussion ça avec Edzer dans ce sens-là. Edzer pas nier ça non plus dans l'ouvrage. Ce bagage, il ciblé des parties côté que il dit que là nous garder un aspect ça de fait nous rend tête nous pauvres. Vous comprenez? Edzer pas nier ça yo. Ben bonsoir, moi c'est Abila et moi vraiment content conférence là. Bizarrement semaine dernière moi t'ai ouais un live Facebook et from It to Trade. M'pas de regarder et puis connais m'bral regarder. M'ta même gen un livre tout. M'pa connais peut-être ma boucle online or something. Yeah. Moi qu'a dit moi c'est un produit de aide internationale surtout par rapport avec études. Et puis, moi, j'ai une opportunité à l'étudier à l'étranger. Toujours, c'est aide internationale qui vient faire ça. Et pour qu'on ait moi travaille dans le domaine aide. Parce que moi, c'est coordonnateur d'un sponsorship programme. Ça que moi, on partie de notre travail, moi, c'est pour élaborer des politiques et des mécanismes de développement pour une série de communauté outreach. Ça que moi, ouais, vous parlez de. Moi, ouais, au plan macro. Relations haïtiennes avec étrangers, moi je connais quelques mécanismes de développement. Est-ce qu'on a besoin de quelques mécanismes micro entre haïtiens parce que c'est vrai dans le cadre de travail là nous voulons que nous ayons plus un emploi un staff haïtien et que nous voulons que le travail fait avec haïtiens. C'est une politique nous mais grand pile relation que nous gagnons entre population qui boiteuse. Par exemple, il y a des gens qui joignent une aide et puis ils juste stable sur ça. Parce que le cas joindre une aide pour voir les gens à l'école, il n'a pas besoin de travail. Il a joindre une aide pour les gens manger, il n'a pas besoin de travail. Est-ce que vous avez des exemples de politique qui sont établis entre staff moi-même avec Haïtiens par moi? Pour peut-être un petit développement. Moi-même, tout, je gère un pile fonds d'aide. Et il faut connaître qu'il y a des aides qui sont plus progressistes que d'autres. Okay? Par exemple, moi-même dans le cadre PAM, où élever les effets pervers de l'aide. Les effets pervers de l'aide, côté par exemple, dans le programme parrainage, ça, à côté que on a deux petits gens dans le parrainage, là, après ça, pour trois autres barreaux. Par exemple, ça nous fait, nous dit tout le monde qui a deux petits gens, tout le monde qui a deux petits gens, sauf un troisième petit monde, nous remet tous deux. Nous conditionnels. C'est ce qu'on appelle l'aide conditionnée. C'est vrai, en province, il y a des côtés de travail, il y a des familles qui sont dans le cas, il y a 8 petits monde dans le cas là. Il faut passer de l'aide, tout court, à l'aide conditionnée. Ok, n'a pas ça ou même faut faire ça. Il faut un mécanisme de monitoring qui assure que mon a effectivement fait. Par exemple, parents ça au lieu qu'il aurait été loisif,
Yo capable ou que doit faire un log, une forme chaque semaine qui baille pour chaque grain parent pour venir faire nettoyage dans l'école là, pour venir faire manger. Et me capable de dire yo fait. Aussitôt que on est obligatoire moun nan fait. Et quand pile fois moun nan dou comme ça, ah ou pas aller vrai. Qu'on doit retirer ti moun ni la donne, li fait. C'est mentalité ça. Chercher des balises pour contrebalancer parce que depuis là qui n'a besoin vraiment. Nous avons un niveau de pauvreté qui nous pas qu'à ignorer. Imaginons qu'il y a 54 000 jeunes qui partent au Chili l'année dernière. Ça a le fait. De travailler aller. Mais si pas de travail ici, pas de possibilité de faire une carrière. Donc tout besoin ça ils ont accumulé sur les familles. Donc, nous en besoin effectivement, mais il faut chercher des gens pour contrebalancer, mettre des conditions. Je ne sais pas un paquet d'exemples, il y en a après l'autre. Mais commencer à réfléchir dans ce sens-là. Quelles conditions il y a à mettre, qui balisent, côté eux même, ces deux mecs balanés, pour ce bon seul mec à bailler, il faut qu'on l'autre mette tout. Tu mets ces souhaits au bail, tu mets ces points au bail, mais il faut bailler un bagaille. Bon, merci. Merci. Merci beaucoup. C'est gentil. Je vais m'apprécier ça plus que le docteur Daniel Jamité fait pour les venir là.